Et donc on revient sur vos propos finalement, David Boussard tout à l'heure, c'est comment on facilite dès l'amont l'expérience utilisateur, là par exemple par une saisie vocale effectivement qui est, j'imagine, plus rapide qu'une saisie manuelle, en tactile. C'est vraiment un sujet sur lequel vous aussi, ces pages, vous travaillez, je crois. Enfin, comment travailler au sens non, pas vocal, mais sur cette idée de comment on optimise toujours cette collecte en amont. Oui, alors, je pense que ce travail il est fait à ces pages. Voilà. Donc on a des logiciels qui soit proposent de la donnée, soit aident, en tout cas sur la nouvelle version, à saisir de la donnée. Et ce qu'on a aussi fait, un gros travail a été fait pendant quasi 12 à 18 mois, c'est une fois que la donnée est connectée, c'est l'intégrer dans ce qu'on appelle un entrepôt de données, et à l'intégration dans cet entrepôt de données, on a mis de l'intelligence pour justement nettoyer la donnée. Et là, aujourd'hui, on a la capacité à produire de la donnée à des logiciels comme SAP et même des produits d'analyse prédictive, à commencer à traiter ces données. Tout ce travail-là a été fait sur les dernières années, donc dès l'amont jusqu'à l'agrégation, la consolidation de la donnée via des algorithmes qui permettent de l'épurer en fait. Donc là aujourd'hui on en est là, et ce qui nous manque aujourd'hui, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des domaines qui sont plutôt administratifs, c'est d'imaginer des cas d'usage qui vont permettre de faire de la production, en tout cas de l'analyse prédictive de données, puisque sur le domaine administratif c'est un peu compliqué. Donc là on a des premiers prototypes qui sont faits sur la gestion des stocks, parce que je pense que ça c'est un centre d'intérêt très important, l'optimisation des stocks. Et là on commence de produire de la prédiction sur de la donnée, sur de la renouvellement de commandes à partir de données en stock. Donc finalement, que ce soit de l'optimisation de bloc opératoire, effectivement là sur l'optimisation des stocks, on peut mettre de l'intelligence artificielle et en tout cas du traitement de la data finalement sur l'ensemble. Je crois que justement c'est un des travaux que vous menez vous chez SAP. Le bloc opératoire paraissait le plus évident, j'ai envie de dire, en première approche, mais on peut en mettre peut-être partout. Alors c'est notre vision. Nous, à SAP, effectivement, le bloc opératoire, c'est la vision la plus médiatique, entre guillemets, de l'activité de la santé. Mais par contre, on a, nous, la prétention de mettre de l'IA dans tous les autres flux cachés du grand public. Et je vous rejoins, même dans les fonctions support, back-office, la simple comptabilité, les RH, là aussi, on y a mis de l'IA avec une grosse valeur ajoutée. Et justement, comment SAP, sur quel domaine en particulier SAP aujourd'hui oriente son action autour de l'IA et de la data? Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est, on raisonne, jusqu'à présent, on a parlé d'un établissement de santé. Mais notre vision, nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est la chaîne de santé qui doit être prise en compte dans sa globalité, puisque tous les maillons de cette chaîne de santé sont tous, ou vont tous être interopérables au bénéfice du même et unique patient. Donc il faut absolument que tous ces maillons... Voilà. Je vais prendre le micro de votre voisin. Donc, merci. Tous les maillons de cette même chaîne de santé doivent être tous interopérables et partager la même et unique information concernant le patient. Et comment on développe justement, David Boussard, l'interopérabilité? Alors, il y a une chance et une opportunité, ça s'appelle le GHT. Donc il faut en profiter. C'est pas qu'un inconvénient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le GHT, pour nous, c'est une opportunité. Donc quand on met en place un entrepôt de données, de fait, il est déjà multi-établissement. Voilà. Donc ça, c'est un fait et c'est une réalité pour tous. Donc on a déjà la capacité à faire la transversalité sur un GHT. Après, derrière, on va se poser la question du multi-GHT. Mais déjà aujourd'hui, on sait déjà faire ça sur un ensemble d'établissements. Donc déjà, pour ces tâches, une belle avancée déjà. C'est une belle avancée, oui. Il faut savoir saisir les opportunités. Donc le GHT, c'est une opportunité d'avancer. Donc ça nous pousse, mais on avance bien sur ce domaine-là. Je vois Jean-Marc Le Drian qui opine du chef, donc je m'imagine que ça fait écho chez vous. Oui, je partage pleinement cette vision. Le GHT est une véritable opportunité pour le domaine de la santé. Ça, c'est évident. Le fait de partager, de mettre en commun, d'unifier l'information et que tout le monde accède au même moment à la même et unique information, enfin, on parle tous de la même chose au même moment. Donc c'est une grande valeur. Déjà, ça, c'est une grande valeur. Et si on a ce réflexe, cette culture,
ensuite on pourra d'autant plus facilement construire des big data avec des données de santé, mettre de l'IA pour mouliner toutes ces données, et ensuite avoir des actions prédictives et des actions qui auront une valeur ajoutée. Ouais, parce qu'effectivement, historiquement, les choses étaient plutôt en silo, enfin en tout cas très cloisonnées. Et consécutives. Et consécutives, voilà. Aujourd'hui, comment Yasser, au sein de Diport, vous essayez d'être justement dans cette interopérabilité entre les différents acteurs? C'est très difficile. Mais encore, je vous invite à dérouler votre propos. Alors, où sont les freins? Je vais peut-être poser la question alors, comme ça. je pense que... alors moi je vais être un petit peu le porte-parole des startups de la santé. Allons-y. Aujourd'hui, les startups, ils ont un énorme potentiel d'innovation, en particulier dans la santé. Mais quand on compare la capacité de logiciels de santé à communiquer entre eux et avec de nouvelles applications dans la santé versus d'autres domaines industriels, ok, c'est une opportunité, mais on est vraiment loin. Parce que si demain je veux faire exactement la même chose dans un autre domaine, tertiaire ou industriel, ou de la bureautique, ou enfin, peu importe, je vais avoir des applications qui communiquent très très bien. Je peux intégrer mon application avec Facebook ou avec Google. Ou avec, Je vais vous laisser. On perd un micro à chaque fois pour qu'on puisse terminer la table ronde. Il reste plus que le mien bientôt. Du coup, donc je disais, notre application, elle peut s'intégrer, mais en 2 clics avec n'importe quelle boîte mail, avec Facebook, avec un fil Twitter, avec des technologies extrêmement modernes, en temps réel. Et donc, on peut faire de l'IA dessus. Mais par contre, sur des logiciels de santé, et avoir de la donnée de santé en temps réel, c'est vraiment une bataille. C'est vraiment pas facile du tout. Il y a des standards d'interopérabilité, effectivement, mais nous, on a l'impression, je vais avoir un air un peu naïf, non, mais là, mais en fait, l'idée, c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a quand même des blocages de la part de certains éditeurs de logiciels, des fois même... Ça tombe bien, il n'y en a pas dans la salle. Allez, voir. Ça reste entre nous. Et donc, alors c'est dommage parce que ça peut vraiment être créateur de valeur, cette intégration pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, à commencer par le patient, en passant par l'hôpital et en touchant les éditeurs, fournisseurs de données et utilisateurs des données. Donc, au niveau des startups, vu qu'on est dans un écosystème où il y a énormément de startups dans la santé, on échange beaucoup sur ce sujet. C'est un vrai frein aujourd'hui. Donc l'ensemble des startups rencontrent ces mêmes difficultés, donc ce qui veut dire qu'il y a de vrais leviers. Alors là, je me tourne vers justement les éditeurs et cette complexité évoquée par Yasser. Je vous rassure, hein, même en tant qu'éditeur, on va dire, de fait, l'interopérabilité est compliquée. Donc après, il existe quand même des standards. Et je pense qu'il faut quand même s'appuyer sur ces standards. Il est vrai qu'il y a peut-être une inertie par rapport à ces standards et à la mise en place de ces standards. C'est la question que je me pose, mais ils existent quand même, quoi. Donc il faut s'appuyer dessus. Il ne faut pas hésiter à intégrer les instances qui permettent de faire évoluer les standards. Voilà. Donc c'est un peu la réponse que j'aurais, quoi. Et du coup, chez SAP, on joue collectif avec le micro. Alors, quitte à mettre les pieds dans le plat, je pense que la technique n'est pas le frein à cette interopérabilité. Donc si on prend un peu de recul et qu'on regarde le système d'information dans sa globalité au sein d'un établissement de santé, on voit vite que l'informatique ou le système d'information n'est qu'un prétexte, mais se jouent d'autres enjeux au sein de cette organisation. Qui sont, selon vous, selon votre diagnostic? Non, je ne suis pas expert dans le domaine, donc je me garderai bien d'un diagnostic, mais on voit bien qu'il y a des enjeux de pouvoir, de valeur, de hiérarchie, et peut-être certains secteurs ou départements ont fait le choix, entre guillemets, de garder leurs prérogatives, de ne pas partager l'information pour garder leurs valeurs. Mais malheureusement, ce n'est pas, entre guillemets, pour le bien commun.
Donc je pense que si on arrivait à casser ces barrières qui sont plus d'ordre humaine, mais pas technique, la technique on y arrive toujours, on prend un peu de temps mais on y arrive toujours, c'est plus les barrières humaines de l'ancien monde, entre guillemets, que l'on doit s'affranchir pour mettre véritablement une information unique au sein et au collectif de tous. C'est quelque chose que vous partagez aussi, Yasser? Bah oui, absolument. Nous, on a vraiment, on va dire, deux obstacles majeurs. On a pas pour l'interopérabilité, mais dans notre startup, il y a l'obstacle de l'accès à la donnée et il y a l'obstacle technique. Et l'obstacle technique, parce qu'on doit dépasser l'état de l'art sur certaines choses. Et ça, on peut se débrouiller pour le faire. Mais sur cette partie-là, la première partie, il y a besoin de beaucoup plus de collaboration, il y a besoin peut-être de retravailler la chaîne de valeur de la donnée, les business models qui lui sont liés. Mais en tout cas, moi je suis persuadé que cette donnée-là, elle est porteuse d'une énorme valeur. Tout le monde n'est pas forcément conscient de cette valeur aujourd'hui. Et si elle est débloquée, voilà, il y a énormément de potentiel. Donc un des enjeux serait de faire comprendre justement l'importance de cette chaîne de valeur qui s'applique à tous. C'est bien ça? Exactement. Et alors, qui sont ces gens-là? C'est qui tous? Quand vous dites tous, vous pensez à qui? Parce qu'il y a le patient, mais on ne sait pas comment le patient peut s'exprimer sur ce sujet-là. Comment le patient, déjà, est-ce que le patient est prêt à ouvrir l'accès à ces données ou pas? On peut faire un sondage. Ça suppose toutes les contraintes réglementaires, mais c'est l'objet de la table ronde de l'après-midi. Je fais le teasing en même temps, donc on revenait cet après-midi pour les questions de sécurité réglementaire, mais au-delà de ces questions qu'on traitera cet après-midi, je vous laisse, Jean-Marc, je vous laisse poursuivre. Alors effectivement, il y a de nouveaux modèles économiques qui vont émerger. On n'a pas encore évoqué la valeur économique de toute cette masse d'informations qui ont été nettoyées, qui sont propres et qui ont une vraie valeur pour d'autres maillons de toute la chaîne de santé qui gravitent autour du bloc opératoire et du patient. Les laboratoires pharma, par exemple. Ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent, entre guillemets, pour récupérer, même anonymiser, toute cette masse d'informations ayant trait à des pathologies particulières pour pouvoir développer et mettre au point de nouveaux protocoles ou médicaments. C'est un peu l'expérience que vous en avez à Gustave Roussy d'ailleurs, dans le fait d'arriver dans un futur à cibler plus spécifiquement avec des traitements, avec une meilleure utilisation de la donnée, d'avoir des traitements plus adaptés. Et ça rejoint un autre sujet qui s'appelle la médecine personnalisée. On est directement dans cet objectif d'avoir une médecine personnalisée, tout à fait. Avant qu'on passe aux questions à l'auditoire et que Hélène Rosier nous en fasse la synthèse, peut-être finalement pour conclure, parce qu'effectivement le sujet de départ, la question c'était comment l'intelligence artificielle et le big data vont impacter demain et faut-il l'espérer, faut-il le craindre? En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire effectivement aux gens présents dans la salle? Quel message on pourrait leur envoyer? David Boussard. Et dans votre expérience, ces pages? Déjà, je crois qu'il y a un consensus, c'est que l'IA ne remplacera pas l'humain. Ça, c'est une évidence. Et je pense qu'on est quand même au balbutiement de l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire que prédire ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, c'est quand même compliqué. D'ailleurs, vous l'avez fait, vous l'avez vu vous-même. Mais moi, je reste persuadé que sans compétence, sans connaissance, je ne vois pas un algorithme remplacer des perceptions, enfin, même subjectives en fait. Ça, je ne crois pas. Donc, l'humain a quand même beaucoup de choses à faire devant lui. Par contre, l'émergence de nouveaux métiers, oui, ça c'est une évidence. Donc à la fois l'émergence de nouveaux métiers, une aide à la prise de décision aussi. Alors, moi je finis sur une note optimiste. Alors, avec, comme je disais, quelques bémols, parce que pas plus tard que la semaine dernière, je disais qu'il y avait une compagnie d'assurance américaine qui a commencé à refuser d'assurer toute personne qui ne porte pas une Apple Watch ou un Fitbit pour mesurer son activité. Donc je pense qu'il y a quand même des limites à ne pas franchir. Être optimiste, ça ne veut pas dire être ouvert à tout. Par contre, nous, pourquoi
pourquoi on crée la start-up, pourquoi on a envie de vivre cette aventure. C'est pas du tout pour aller remplacer les humains, c'est pas du tout un objectif qui nous enthousiasme. Par contre, si ce qu'on fait permettra demain au médecin de passer plus de temps avec le patient à lui parler et moins de temps devant son ordi à chercher les informations pour le traiter, nous on aura gagné notre part. Et Jean-Marc Le Drian, pour conclure. Résolument optimiste également, bien évidemment. On ne fait que constater l'augmentation de la qualité des soins, donc on ne peut s'inscrire que dans ce mouvement positif. Bien évidemment, il y a des dérapages potentiels. Tu citais l'exemple de cette assurance, mais je suis confiant dans les réglementations, le RGPD qui suivra, et les réglementations pour chaque zone géographique du monde mettront un cadre, entre guillemets, à ne pas dépasser. Donc oui, résolument positif. Par contre, je rebondis sur effectivement votre remarque. Nouvelle technologie, ça va imposer de nouveaux métiers. Donc un terme qu'on n'avait encore employé, data scientist, il y en a encore trop peu au sein des établissements de santé. Alors que c'est demain un élément clé pour exploiter la donnée. Vous vouliez conclure, David Boussard? En fait, c'est pas une conclusion, c'est juste pour démontrer que Cépage est vraiment concrètement sur le sujet. Donc, je vous invite à un atelier qui va se dérouler pendant ces 2 jours, où là, on va vous présenter ce qu'on sait faire sur le domaine du prédictif. Donc, si vous n'êtes pas inscrit... Alors, c'est l'atelier c'est quel atelier? Alors, le nom de l'atelier, c'est demain atelier décisionnel. Donc, il y a toute une partie de pilotage médico-économique classique, mais il y a quand même un prototype sur le prédictif pour démontrer la capacité à Cépage à faire du prédictif avec des données administratives. Voilà. Donc, en conclusion, effectivement, une vision assez optimiste de ce que sera l'IA, mais effectivement avec les contraintes que vous avez évoquées durant cette table ronde. Passons maintenant aux questions. Alors, Lionel, quelques synthèses des questions effectivement que vous avez eues pendant les échanges. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions dans l'Assemblée, surtout dans les 2 dernières minutes, donc j'ai eu du mal à trier toutes ces questions-là. Je vais essayer de le faire en direct. Donc une première question pour M. Gébari sur la notion de différence entre IA faible et IA forte. Donc, vous avez expliqué assez rapidement cette notion. La question portait, est-ce que l'IA forte, finalement, va permettre une prise de décision automatisée et sans lien avec l'humain? Alors, moi j'ai envie de dire que sur le domaine de l'IA forte, donc l'IA forte c'est une intelligence artificielle qui apprend par elle-même, elle n'a pas besoin de supervision humaine, et qui est capable aussi de transposer l'apprentissage d'un domaine sur un autre domaine. C'est-à-dire elle peut apprendre à jouer aux échecs et transposer cet apprentissage sur une tâche, une prise de décision médicale par exemple. Vu l'état de l'art, on est extrêmement loin de ça. Et moi, je ne m'aventurerai pas à faire des prédictions là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que l'intelligence artificielle faible, c'est celle qui aujourd'hui conduit des voitures. Et déjà, ça nous impressionne, mais ça reste quand même de l'intelligence artificielle faible. On n'est pas du tout dans le domaine du non supervisé, l'apprentissage non supervisé par les humains, on est encore vraiment très loin. Maintenant, on voit, juste pour compléter ça, par rapport à l'intelligence artificielle forte, il y a quand même quelques craintes. On peut voir dans cette vision Elon Musk, que tout le monde connaît, Tesla et compagnie, qui a créé l'année dernière la société Neuralink, dont l'objectif est l'implantation de puces dans notre cerveau, de manière à augmenter nos capacités, car si demain, dans son discours, en tout cas dans son verbatim, si l'intelligence artificielle devient forte, notre cerveau humain ne sera pas suffisant, donc on doit l'upgrader en quelque sorte. Donc, alors, est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'est... parce qu'il est très bon aussi dans ce domaine-là, mais en tout cas, certains, ou même en France, quand on prend... comment il s'appelle? Alexandre, le fondateur de Doctissimo, son nom m'échappe, certains vont peut-être le retrouver. Laurent Alexandre, merci. Une vision aussi assez noire de l'intelligence forte. Il y a des gens qui fantasment positivement et d'autres qui fantasment négativement. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment les pères fondateurs de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui sont plutôt dans la philosophie qu'elle sait faire,
elle n'est pas dangereuse, elle ne sait pas être dangereuse, on n'y est pas et on n'y sera pas. Il ne voit pas comment arriver à ce point. Donc je parle de Yann Lequin, je parle de Yoshua Bengio, je parle de ces gens-là qui sont vraiment les pères fondateurs de l'apprentissage tel qu'on le connaît. Après, effectivement, il y a d'autres gens qui sont sceptiques, Elon Musk en fait partie, qui fantasment négativement sur l'intelligence artificielle forte. Moi, je ne peux pas départager, en tout cas. Okay. Les autres questions, oui. Alors justement, sur la notion d'apprentissage, parce que vous avez évoqué le fait que la qualité des données en entrée de l'intelligence artificielle était la clé pour avoir des bonnes décisions. Comment est-ce qu'on fait pour qualifier justement la justesse de ces décisions? Et avant que vous répondiez, je voudrais juste évoquer un article que j'ai lu ce matin où il y a un système intelligent côté ressources humaines qui permettait d'aider au recrutement de candidats. Et donc en fait, en entrée, on lui a donné tout un tas de CV, de grilles de compétences pour que l'intelligence artificielle puisse aider à choisir les bons candidats. Et en fait, ils sont aperçus, après avoir mis en production cette IA, qu'elle faisait de la discrimination à l'embauche. Tout simplement parce qu'en entrée, donc c'était sur des profils de techniciens, de développeurs, donc principalement les CV étaient des profils masculins, et l'intelligence artificielle a compris que les meilleurs profils finalement étaient des profils masculins et du coup discriminait les profils féminins. Donc comment est-ce que, même en ayant bien qualifié les données, comment est-ce qu'on va pouvoir qualifier que l'apprentissage a été bon et que les décisions qui sont prises sont également les bonnes? Question ambitieuse, Jean-Marc Le Drian. Je vais m'y tenter. C'est tout simplement qu'au niveau de l'algorithme, il a été mal conçu. Il faut juste revenir les pieds sur terre, et l'algorithme n'est qu'un modèle mathématique qu'un humain a créé. Donc si l'algorithme produit un mauvais résultat, c'est qu'en amont, soit il a été mal conçu, soit les données sont mauvaises. Pour faire écho effectivement à ce que disait Yager, c'est une intelligence faible, mais qui est conçue par des humains au départ. Alors, juste, quand on parle d'apprentissage supervisé, c'est qu'à un moment, celui qui a conçu l'algorithme, il a enseigné à l'algorithme ce qu'est la bonne réponse et ce qu'est la mauvaise réponse. Si à ce moment-là, il lui a enseigné que la bonne réponse, c'est masculin, la machine, elle ne va pas faire mieux que ça. Par contre, sur d'autres domaines, par exemple le jeu de Go, le jeu d'échecs, là, il n'y a pas besoin d'une supervision. On sait que si on perd la partie, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Si on gagne, c'est que c'était bon. Donc là, on rentre dans le domaine du non supervisé, mais je pense que votre exemple, c'était vraiment, il y avait des gens qui ont dit, voilà, ça c'est les bons candidats et ça c'est les mauvais candidats. Enfin, donc dès la conception modeste. Une autre question, alors aujourd'hui on entend parler beaucoup d'IA. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'IA soit utilisée comme un argument commercial, une étiquette qu'on place un petit peu sur tous les systèmes, qui finalement sont juste des algorithmes un peu puissants ou des fonctionnalités très pertinentes, et que du coup le public s'y perd un petit peu avec ces notions d'IA. Alors je ne sais pas qui... Un espèce de coup marketing, on peut dire ça. David Boussard, votre point de vue de ces pages sur la question? C'est pas faux. Ça me semble une évidence. En tout cas, ces pages, au-delà du fait qu'on a des cas concrets, il y a quand même effectivement un aspect marketing qui est évident. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, il y a eu le rapport à la Vinelli, donc on surfe un petit peu là-dessus, tous, sinon on ne serait pas là, je pense. Maintenant, ce qui est bien, en tout cas à ces pages, c'est qu'on a quand même les pieds sur terre. Voilà, on ne va pas vendre de l'IA pour vendre de l'IA, on va vendre des produits qui existent, c'est-à-dire des produits qui sont développés par SAP sur lesquels il y a une grosse expérience, et avec des éléments concrets. Mais oui, il y a un effet marketing évident. Pour compléter, il y a quelque temps, le mot à la mode, c'était le digital, qui a suivi lui-même au numérique. Et aujourd'hui, je vous donne mon pari que dans les semaines à venir, ou les mois à venir, le nouveau mot à la mode dans notre industrie sera l'intelligence. Et nous, on a commencé en déclinant, entre guillemets, notre stratégie autour de l'entreprise intelligente. Et vous allez voir que tout va suivre. Alors, une question un peu plus de fond et long terme. Donc avec le développement de l'IA, qui va progresser de manière exponentielle, on en est convaincu, est-ce que le risque n'est pas une perte d'expertise intermédiaire et de concentrer la connaissance et l'intelligence sur de l'expertise haut niveau? Donc vous avez parlé que beaucoup de métiers allaient disparaître, du coup est-ce que ces métiers intermédiaires sont amenés à disparaître au profit des machines?
Je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours. Le monde évolue, certains métiers disparaissent. Par contre, de nouveaux modes de vie et de nouveaux modes de travail se développent. Et donc, on va juste changer, entre guillemets, l'employabilité de certaines personnes. Mais oui, inévitablement, certains métiers vont disparaître au profit d'autres nouveaux qui vont apparaître. Juste pour compléter, est-ce que la machine à vapeur a rendu les gens moins musclés? Probablement, mais on a plus le temps d'utiliser le cerveau pour d'autres tâches. Donc je pense que là, si on parle de révolution, l'analogie est pertinente, et si on va utiliser notre cerveau moins sur certaines tâches répétitives, on va probablement débloquer d'autres choses, de la créativité, des capacités intellectuelles sur d'autres domaines. Donc là aussi, une vision assez optimiste. J'ai une question piège pour mon directeur général adjoint préféré, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'il est possible, donc avec l'IA, il y a beaucoup de business qui va se déclencher, donc tout le monde veut sa part du business, c'est normal. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir un modèle dans lequel l'hôpital public commercialiserait ses données de santé? Et là, je me souviendrai de la question. Tu vas te venger cet après-midi, c'est ça? Oui, j'avais la question. Je pense pas, parce qu'il y a aujourd'hui, enfin je crois que c'est hier, il y a eu le lancement du groupe de travail sur le Health Hub, et à mon avis ça va être géré au niveau des instances nationales. Donc je ne crois pas à la commercialisation en tout cas de ces données-là de manière légale. Après, il se passera ce qui se passera. Donc il y a quand même quelques petits points qui restent en suspens.